Voici les 10 signaux que votre partenaire ne vous aime pas et ne se soucie pas de vous. Si vous avez récemment ressenti que quelque chose ne va pas, que les choses ont changé et que les paroles et les actions de cette personne spéciale ne sont plus ce qu'elles étaient, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 10 signaux très révélateurs qui indiquent que votre partenaire ne ressent réellement ni amour ni engagement envers vous. Non seulement nous allons vous amener à découvrir des schémas et des attitudes que nous préférons souvent ignorer, mais nous vous fournirons également des outils et des exemples pratiques pour que, à la fin de cette vidéo, vous puissiez distinguer clairement quand quelqu'un ne valorise vraiment pas votre présence dans sa vie. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis et, bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ces signaux qui, bien que douloureux, peuvent nous ouvrir les yeux et nous donner de la clarté sur nos relations. Préparez-vous donc pour une analyse profonde et révélatrice, car nous allons apprendre quelque chose d'important qui pourrait changer votre façon de voir l'amour. Tout au long de la vidéo, nous explorerons ces signaux avec le soutien d'études et de réflexions de psychologues et de penseurs contemporains reconnus. Vous ne recevrez pas seulement des informations précieuses, mais vous pourrez également comprendre les motifs derrière chaque signal, comprendre pourquoi certaines personnes agissent de cette manière et découvrir comment ces connaissances peuvent vous aider à éviter la douleur dans vos relations personnelles. Ce sera un espace pour remettre en question ce que nous tenons pour acquis et commencer à voir les choses sous un angle plus clair et plus sensé. De plus, à la fin de la vidéo, vous découvrirez une histoire émouvante où notre protagoniste réalisera, à travers ses expériences, ces mêmes signaux et apprendra à établir des limites et à guérir avec son histoire. Vous verrez que reconnaître le manque d'amour et d'attention peut être le premier pas vers la croissance personnelle et la paix intérieure. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin car vous emporterez des outils précieux qui vous aideront à identifier quand quelqu'un ne vous aime pas et comment vous pouvez vous protéger émotionnellement. Préparez-vous à écouter, à réfléchir et si vous sentez que c'est nécessaire, à partager ce message avec quelqu'un d'autre. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ce voyage ne fait que commencer et ensemble, nous allons apprendre à identifier les signaux du désamour. Signal numéro 1, attention. Si votre partenaire dit l'une de ces phrases sur les partenaires d'autres personnes, lorsque votre partenaire fait des commentaires désobligeants sur les relations des autres, comme « Elena s'est mariée avec un type petit et moche » ou « Pire que rien » ou « Tant pis, Rorge a dû danser avec la plus moche ». Mais c'est mieux que d'être seul, cela peut en dire long sur sa perspective des relations. Ce type d'observation semble, à première vue, n'être qu'un jugement superficiel sur les partenaires des autres. Cependant, au fond, cela pourrait être un signal que votre partenaire projette également ses valeurs dans sa propre relation avec vous. C'est une manière indirecte de dire qu'en réalité, il ou elle est avec vous par commodité ou parce que c'est mieux que rien. Selon Freud, l'inconscient révèle des pensées et des sentiments réprimés qui se filtrent dans des commentaires et des actions qui semblent insignifiants. Dans ce cas, des commentaires comme ceux-ci sont comme de petites fenêtres sur l'inconscient de votre partenaire. Ce qu'il dit des autres peut refléter ses propres pensées sur sa relation actuelle. Et si vous avez remarqué que ces commentaires sont fréquents, cela pourrait être un signal d'alarme sur la façon dont il vous perçoit dans sa vie. Cette façon de parler pourrait également indiquer que votre partenaire privilégie l'apparence et la superficialité par rapport à la connexion émotionnelle et au respect. Le fait qu'il se permette de critiquer de cette manière révèle un manque d'empathie envers les autres et possiblement envers vous. Finalement, ces commentaires sont une manière subtile d'exprimer que, pour lui ou elle, la valeur d'une personne dans une relation est déterminée davantage par la commodité et l'apparence que par un amour véritable. Si vous avez entendu ce type de phrase, réfléchissez à la fréquence et au ton avec lesquels elles sont exprimées.
Est-ce quelque chose qui surgit par hasard ou est-ce une tendance constante? La différence est importante, car cela pourrait être un signal que dans son esprit, vous pourriez être le pire que rien dans sa vie. Cela, bien sûr, affecte profondément la façon dont il vous voit et vous traite. Dans une relation où il existe réellement de l'appréciation, les commentaires sur les autres sont souvent empathiques et respectueux. Les personnes qui aiment leur partenaire tendent à valoriser les relations des autres de manière similaire, et les commentaires positifs reflètent souvent cette sécurité et ce respect. Alors, si ces commentaires négatifs apparaissent fréquemment, faites attention. La fréquence est le moment d'évaluer si tu es valorisé de la manière que tu mérites. Signal 2. Manque d'un concept de nous et prédominance du « je ». Lorsqu'il y a un engagement mutuel dans une relation, un sentiment de collectivité et de « nous » commence naturellement à se construire. Cependant, si ton partenaire inclut rarement ton bien-être dans ses décisions et ne parle que de « ma maison », mes projets ou mon avenir, c'est un signe qu'il ne considère pas la relation comme un projet de vie partagé. Bien que célébrer l'individualité soit important, cette approche exclusive centrée sur soi-même et ce constant je reflètent une déconnexion émotionnelle et un manque d'engagement. Pour Carl Rogers, le concept d'empathie et d'authenticité est essentiel dans une relation saine. Lorsque l'un des membres ne prend pas en compte les besoins et désirs de son partenaire, cela signifie qu'il n'existe pas de véritable connexion empathique. Ce manque de « nous » devient un obstacle à la construction d'un lien solide. Le fait qu'une seule personne tire profit de la relation sur le plan émotionnel et pratique est un signe d'une déconnexion sérieuse et que la relation peut être sur le point d'échouer à tout moment. Le jéisme, comme certains l'appellent, n'est pas simplement un trait d'individualisme, c'est un indice que cette personne ne visualise pas un avenir en couple. Ses projets et rêves ne t'incluent pas et cela se traduit par un manque de vision partagée. Sans un sens de collectivité, le lien est fragile, car l'un des deux continue d'agir comme s'il était célibataire et continue de prioriser son bien-être au-dessus de la relation. Tu peux peut-être observer cela dans les petits détails, comme lorsqu'il ou elle évite de t'inclure dans des photos ou des événements importants, ou lorsqu'il ou elle prend des décisions sans te consulter. Ce type de comportement est l'une des façons dont l'esprit inconscient manifeste que, pour cette personne, la relation n'a pas le poids nécessaire pour t'impliquer dans sa vie de manière significative. Il est important que tu évalues comment tu te sens lorsque tu remarques ce manque de nous. S'il n'existe pas de sens d'union et de collectivité, tu pourrais être dans une relation où l'intérêt est uniquement unidirectionnel et, dans ce cas, le manque d'engagement à long terme peut conduire à une déception douloureuse. Signal 3. Tu es excessivement condescendant envers ton partenaire et tu justifies ses actions. La condescendance dans une relation peut sembler, au début, un acte de patience ou de compréhension. Mais si tu justifies constamment des actions qui te blessent ou te manquent de respect, il y a un déséquilibre important. Des phrases comme « tu ne comprends pas »,« il n'est pas comme ça » ou « il traverse une période difficile » sont des excuses qui te font perdre ta propre valeur dans la relation, te positionnant comme un fournisseur de services émotionnels pour satisfaire ton partenaire sans que tu reçoives rien en retour. Cette attitude de sacrifice de soi est vue par le psychologue Albert Bandura comme une manifestation de ce qu'il appelle l'auto-efficacité négative, où les personnes sacrifient leur propre bien-être croyant que c'est nécessaire pour maintenir la paix dans la relation. Lorsque tu te convaincs que c'est ton devoir de satisfaire les besoins émotionnels de ton partenaire sans tenir compte de l'impact que cela a sur toi, tu limites tes propres droits et désirs. Cela peut créer un schéma d'abus émotionnel où tu es prêt à tout faire pour l'autre personne, tandis que lui ou elle ne répond pas à ton engagement. Cette relation clientéliste se traduit par le fait que tu es le fournisseur constant et ton partenaire, le client. Au lieu d'avoir une relation équilibrée, tu finis par faire des excuses et justifier des comportements nuisibles, même lorsque tu sais au fond que ce n'est pas juste. Ce manque de réciprocité est un signe que ton partenaire pourrait ne pas te considérer à la même estime, et, à la place, se profite de ta compréhension et de ton empathie. Tu réfléchis, et à un certain point, tu justifies des comportements que, dans une relation saine, tu ne tolérerais jamais. Cela pourrait inclure le pardon d'infidélité, l'acceptation de mauvais traitements verbaux
ou la justification de comportements qui te touchent clairement négativement. La condescendance extrême dans une relation est un indice que l'autre personne ne te valorise pas. Et ne pas voir ce problème à temps peut te faire dévaloriser encore plus. Établir des limites et cesser de justifier des comportements nuisibles est fondamental pour retrouver ton sens de l'identité et de l'estime de soi. Tu n'es pas un fournisseur de services. Tu es une personne avec des besoins émotionnels légitimes et si ton partenaire ne les respecte pas, c'est un signe clair que l'amour authentique pourrait ne pas être présent. Signal 4. Il minimise tes réussites et tes rêves. Lorsqu'un partenaire minimise tes réussites ou tes rêves, ou se moque même de tes objectifs, cela peut être un signe qu'il ne ressent ni admiration, ni soutien authentique envers toi. Des phrases comme « ce n'est pas si important » ou « je ne pense pas que tu ailles si loin » montrent un manque d'empathie et de soutien émotionnel. En revanche, un partenaire qui t'aime vraiment est fier de tes réalisations et devient ton plus grand soutien. Selon Alfred Adler, ce type de commentaire peut provenir d'un complexe d'infériorité qui pousse une personne à projeter ses propres insécurités sur l'autre. Lorsque ton partenaire ne célèbre pas tes succès, il peut refléter sa propre peur de l'échec ou une vision compétitive où tes réussites mettent en avant ses propres lacunes. Au lieu d'être une relation de soutien, cela devient une dynamique où tes objectifs sont minimisés, peut-être par jalousie ou par peur de se sentir inférieur. Quand quelqu'un aime vraiment son partenaire, il éprouve un intérêt sincère à le voir grandir et réaliser ses rêves. Quelqu'un qui minimise tes réussites peut indiquer qu'il ne se soucie pas de ton développement personnel ou même qu'il souhaite le saboter pour se sentir plus à l'aise dans son propre espace émotionnel. C'est un signe clair que cette personne ne partage pas une vision d'avenir avec toi. Si tu remarques que tu omets constamment de parler de tes réalisations ou que tu minimises tes succès pour ne pas rendre ton partenaire mal à l'aise, il est temps d'analyser pourquoi tu ressens cela. Cette dynamique, qui semble subtile, peut avoir un impact émotionnel significatif à long terme, affectant ton estime de soi et ta perception de ce que tu mérites dans une relation. Rappelle-toi que dans une relation saine, les deux partenaires se motivent et se soutiennent mutuellement. Ton partenaire devrait être ton plus grand fan et ton plus grand soutien, pas quelqu'un qui cherche à éclipser tes succès. Si tu ne peux pas compter sur son soutien, cela peut être un signe que l'amour et le respect nécessaires ne sont pas présents. 5e signe, inconsistance dans l'engagement et promesses vides. L'un des signes les plus clairs que ton partenaire ne t'aime pas vraiment est le manque de constance dans son engagement. Peut-être te promet-il de faire des changements ou de prendre des décisions importantes pour le bien de la relation, mais au final, il trouve toujours des excuses pour ne pas tenir ses promesses. Cette inconsistance révèle un manque d'intérêt sincère à construire un avenir avec toi, te laissant constamment dans un état d'incertitude. Le psychologue Arxen parle de l'importance de la confiance dans une relation. Quand l'un des partenaires ne respecte pas ses promesses, cela entraîne une érosion de la confiance qui affecte toute la base de la relation. Les promesses vides sont une forme de manipulation émotionnelle qui maintient l'autre personne dans l'attente, sans réellement avoir l'intention de faire des changements. C'est une forme de contrôle et un signe clair qu'en réalité, il n'y a pas d'amour engagé. Chaque fois que cette personne ne respecte pas ses promesses, elle te laisse dans l'attente. Ce comportement qui te maintient en attente n'est pas seulement injuste, il est aussi émotionnellement épuisant. Avec le temps, cette dynamique engendre une relation pleine de frustration et de déception, où tu es celui qui continue de parier sur un changement qui n'arrive jamais. Évalue les fois où ton partenaire t'a promis des changements importants, comme s'engager davantage, faire un pas dans la relation ou abandonner certains comportements. Si chaque promesse a été une excuse, cela pourrait être un signe clair qu'il n'a pas d'intention réelle d'engagement à long terme. Rappelle-toi qu'une relation fondée sur la confiance et l'amour n'a pas besoin de promesses vides. Elle repose plutôt sur des actions concrètes qui démontrent l'engagement des deux parties. Avant de plonger dans les signaux suivants, nous souhaitons partager une contribution fondamentale de Gary Chapman, auteur des 5 langages de l'amour. Ce concept important redéfinit notre compréhension de la manière dont l'amour véritable se communique et se reçoit dans une relation. Chapman identifie 5 façons dont les gens expriment et perçoivent l'amour. Mots d'affirmation, temps de qualité, recevoir des cadeaux, actes de service et contacts physiques. À travers ces langages,
Chapman explique que chaque personne a une manière particulière de donner et de recevoir de l'amour, et que comprendre et parler le langage de l'amour de notre partenaire est essentiel pour renforcer toute relation. Nous n'avions pas anticipé cette pépite dans l'introduction de la vidéo, car nous voulions te surprendre avec ce savoir précieux. Savoir identifier le langage de l'amour dans le couple est essentiel pour faire la différence entre un amour sincère et un amour qui n'existe tout simplement pas. Lorsqu'une relation repose sur des expressions réelles et cohérentes d'amour, ces 5 langages se manifestent naturellement. Ainsi, pendant que nous parcourons les signaux de désamour, nous t'invitons à réfléchir sur le langage de l'amour dans ta relation et à observer s'il existe réellement ces manifestations d'affection et de soin. Car l'amour véritable, comme le dit Chapman, s'exprime par des actes, des mots et du temps partagé. Où apprenons-nous à nous excuser? Normalement de nos parents. Le petit Johnny pousse sa sœur Mary dans les escaliers et sa mère dit « Johnny, ne fais pas ça à ta sœur. Va lui dire que tu es désolé. » Alors le petit Johnny dit « Je suis désolé. » Bien que je ne le ressente pas, je dis que je suis désolé. Maintenant, il a 30 ans, il est marié et il offense sa femme. Et que va-t-il dire? Je suis désolé. Il a appris de sa mère ou de son père comment s'excuser. Certains apprennent à ne pas s'excuser de leurs parents. Notre recherche a montré que 10% s'excusent rarement, et la plupart d'entre eux sont des hommes. Certains ont été directement enseignés par leurs parents que les vrais hommes ne s'excusent pas. Et sais-tu d'où il a tiré cela? De son père, de John Wayne, ce grand théologien. Les vrais hommes ne s'excusent pas aux autres. Nos parents ne nous ont pas dit cela, mais nous n'avions pas de modèle d'excuse. Nous n'avons jamais entendu nos parents s'excuser. Je me souviens, étant enfant, vers 8 ou 9 ans, assis à l'arrière de la voiture. Mon père conduisait et ma mère était assise à côté de lui. Pendant le voyage, ils ont commencé une conversation et mon père s'est fâché contre ma mère, lui parlant fort et durement. Et moi, enfant à l'arrière, je me sentais mal, parce que parmi les 2 personnes les plus importantes de ma vie, l'une parlait à l'autre très durement. Ma mère ne répondait jamais. Je suppose qu'elle a appris que si elle répondait, la situation empirerait. Alors elle restait silencieuse. Ensuite, mon père se calmait, et nous continuions le voyage dans le silence. Je n'ai jamais entendu mon père s'excuser auprès de ma mère. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait. Peut-être le faisait-il en privé. Ainsi, je suis entré dans mon mariage sans modèle sur la façon de m'excuser. Certains d'entre nous doivent recommencer à zéro, mais la plupart d'entre nous apprennent à s'excuser de leurs parents. Quand quelqu'un vient s'excuser auprès de toi ou de moi, le doute qui persiste est « sont-ils sincères ?» S'ils le sont, nous sommes généralement prêts à pardonner, mais si nous les jugeons comme insincères, cela devient difficile pour nous de pardonner. Mais voici une partie du problème. Nous avions des parents différents qui nous ont appris à nous excuser. La docteure Jennifer Thomas et moi avons étudié comment les gens s'excusent. Nous avons posé 2 questions aux gens du pays. Lorsque vous vous excusez, que dites-vous ou faites-vous généralement? Question numéro 2. Quand quelqu'un s'excuse, que dites-vous ou faites-vous généralement? Leurs réponses sont tombées dans 5 catégories. Je vous assure que nous ne cherchions pas 5. J'aime 5, mais nous ne le cherchions pas. Pourtant, il y en avait 5, et toutes sont dans la Bible. Je veux les partager avec vous. Je vous suggère de les noter ou d'aller au bureau du chapelain pour une copie du livre sur comment exprimer des regrets. Numéro 1. Exprimer des regrets, souvent avec les mots « je suis désolé ». Mais s'il vous plaît, n'utilisez jamais ces 2 mots seuls. Dites-leur de quoi vous êtes désolé. Je suis désolé d'avoir élevé la voix et de crier. Je regrette d'être en retard et que nous ayons manqué le spectacle. Je sais que vous aviez hâte d'y aller. Dites-leur de quoi vous regrettez. Si vous dites seulement « je suis désolé », l'autre personne pourrait penser « oui, tu l'es ». Y a-t-il autre chose que tu veux dire? Ils le prennent comme un rapport sur votre caractère. Vous pensez que c'était une excuse, mais dites ce que vous regrettez et n'ajoutez jamais le mot « mais ». Je regrette d'avoir perdu mon calme, mais si je n'avais pas, alors vous ne vous excusez plus. Vous les blâmez pour votre mauvais comportement. Écoutons ces mots dans Luc 15, 21. Nous l'appelons la parabole du fils prodigue, parlant à son père. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ressens-tu le regret dans ces mots? C'est une excuse émotive. Vous essayez de lui dire
Je me sens mal pour ce que j'ai fait. Ça me fait mal d'avoir endommagé notre relation. Psaume 51, 17. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaigneras pas. Tu vois, Dieu connaît nos cœurs. Si nous venons à Dieu repentants, il est prêt à nous pardonner. Donc nous essayons de communiquer à l'autre personne un cœur brisé. Je suis désolé d'avoir endommagé notre relation. Exprimer des regrets, un autre langage d'excuse est d'accepter la responsabilité. J'avais tort. Je n'aurais pas dû faire cela. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Certains ont du mal à dire « j'avais tort ». Un des signes les plus évidents que l'amour a disparu est l'absence d'intérêt pour la réconciliation, le pardon et la réparation des blessures causées. Dans une relation saine, les dommages, petits ou grands, deviennent des moments qui, bien que douloureux, renforcent le lien à travers le pardon et la guérison. Cependant, lorsque l'une des parties cesse d'aimer, le désir de réparer le dommage s'évapore, remplacé par l'indifférence. Les mots « je suis désolé » ou « pardonne-moi » disparaissent tout simplement du langage de la relation et tout effort de réconciliation est écarté sans effort ni intérêt. Gary Chapman souligne qu'une relation amoureuse et vraie repose sur le pardon et sur la volonté de guérir les blessures qui surviennent inévitablement dans une relation où l'on n'aime pas. Cependant, cette disposition à réparer n'existe pas. Les erreurs ne sont ni reconnues ni abordées, et tout dommage reste comme une cicatrice ouverte. Cette indifférence face au dommage mutuel indique un manque de responsabilité affective. Carl Rogers, psychologue humaniste, explique que l'authenticité et le respect mutuel sont le cœur d'une relation authentique. Lorsque la personne ne cherche pas à réparer les dommages, il est clair qu'elle n'a pas d'engagement émotionnel ni d'intérêt pour le bien-être de l'autre. Dans cette dynamique, on observe une attitude de « je m'en fiche », ce qui rend évident que la relation n'est plus une priorité. Ce désintérêt se traduit par une indifférence envers les sentiments et les besoins de l'autre, créant un abîme entre les deux. La volonté d'atténuer le dommage ou la douleur cesse d'exister et c'est l'un des signes les plus douloureux que l'amour a disparu. Chaque fois qu'un conflit reste non résolu, une distance émotionnelle de plus en plus grande s'accumule. Ce manque de pardon et de volonté à résoudre les problèmes, qu'ils soient petits ou grands, transforme la relation en un terrain difficile et rocailleux à traverser. L'indifférence est l'un des pires signes de désamour car, comme l'expliquait le psychologue Viktor Frankl, l'être humain trouve un sens dans l'amour. Lorsqu'une relation devient indifférente, ce sens se perd. S'il n'y a pas de volonté de demander pardon ou de réparer les dommages, il n'y a aucun moyen pour que le lien évolue ou se renforce. Enfin, ce comportement a des effets profonds sur le couple, car l'indifférence face à la douleur mutuelle et le manque de pardon devient un ingrédient toxique qui accélère la détérioration de la relation. Sans un véritable intérêt pour guérir les blessures et demander des excuses, l'amour véritable s'efface et ce qui reste n'est qu'une relation superficielle destinée à se terminer. Le projet de vie de l'autre. L'indifférence envers le projet de vie de l'autre est un signe subtil, mais dévastateur de désamour. Quand une personne se moque de ce que son partenaire désire, rêve ou des objectifs qu'il aspire à atteindre, il devient clair qu'elle n'a aucun intérêt pour son développement personnel ni pour son bien-être. Ce type d'indifférence se manifeste par des commentaires ou des gestes tels que « fais ce que tu veux » ou par un manque de curiosité à savoir comment s'est passée sa journée, s'il a atteint ses objectifs ou s'il a réalisé quelque chose d'important. Dans ce contexte, le désintérêt va au-delà du manque d'empathie. Il se transforme en une attitude qui dévalorise les réussites et les ambitions du partenaire. La psychologie cognitive et l'étude des relations humaines, comme le souligne le psychologue Albert Bandura, soulignent l'importance d'une implication émotionnelle dans le projet de vie de l'autre. Sans cette connexion, le lien devient faible et dépourvu de sens. Quand quelqu'un aime, il souhaite voir son partenaire prospérer et réaliser ses rêves, mais quand cet amour n'existe pas, l'avenir de l'autre personne est perçu comme aussi insignifiant que le cafard qu'on a écrasé le matin. C'est l'un des plus grands symptômes de désintérêt affectif. Les personnes amoureuses montrent, à travers de petits détails, un engagement sincère envers le succès et le bien-être de l'autre. L'indifférence envers l'autre peut se manifester de plusieurs manières: manque de communication, absence de soutien et un total détachement émotionnel.
La psychologue Mary Ainsworth, connue pour sa théorie de l'attachement, expliquait que dans les relations affectives saines, des bases solides sont établies où chaque personne trouve du soutien pour se développer. Lorsque le partenaire se montre indifférent sans offrir soutien ni intérêt, l'autre personne se sent émotionnellement démunie et seule. Même l'absence de jalousie bénigne peut être un signe de cette indifférence. Un certain degré de jalousie saine peut refléter un intérêt pour le partenaire. Cependant, l'indifférence totale, où le partenaire ne pose pas de questions ni ne se soucie de la vie de l'autre, témoigne d'une déconnexion absolue. Ainsi, quand il n'y a plus d'intérêt pour le projet de vie de l'autre, la relation devient flottante, sans but pour les unir, ni vision partagée de l'avenir. Il est vital que dans une relation saine, les deux membres manifestent curiosité et soutien pour les rêves et les objectifs de l'autre. Sans cela, la relation perd de sa valeur et ce qui était autrefois de l'amour devient une simple coexistence. Le manque de connexion dans le projet de vie de l'autre est un indice que l'amour et le respect ont disparu et que ce qui reste n'est qu'une relation vide. Signal 8. Absence de jalousie bénigne et apparition de jalousie maladive. La jalousie peut surgir dans n'importe quelle relation, mais il existe une différence importante entre la jalousie bénigne et la jalousie maladive. La jalousie bénigne est un signe d'attachement et d'affection modérée qui, dans sa juste mesure, peut même renforcer le lien, car elle reflète que l'autre personne valorise la relation et craint de la perdre. Cependant, lorsque la jalousie devient maladive, elle ne reflète pas l'amour, mais plutôt un besoin de contrôle et une profonde insécurité. La jalousie maladive est souvent accompagnée de tentatives de contrôle, de manipulation et, dans de nombreux cas, d'une projection de ses propres insécurités et comportements. Le psychologue John Bowlby, connu pour sa théorie de l'attachement, soulignait que les schémas d'attachement dans l'enfance peuvent influencer la manière dont les gens gèrent l'insécurité et la peur de l'abandon à l'âge adulte. Si ton partenaire manifeste une jalousie maladive, cela pourrait être le reflet de sa propre peur de perdre le contrôle, d'un besoin d'assurer son pouvoir dans la relation, ou même une projection de ses propres comportements. Lorsqu'une personne est infidèle ou manque à sa parole, elle projette souvent ce même manque de confiance sur son partenaire, soupçonnant qu'il fera également de même. Le problème avec la jalousie maladive est qu'elle repose sur le besoin de dominer, et non sur le désir de prendre soin. Dans une relation où l'amour a disparu, cette jalousie devient un mécanisme de contrôle plutôt qu'un reflet d'affection. Pour Viktor Frankl, le véritable amour respecte toujours la liberté et la dignité de l'autre, tandis que la jalousie maladive se caractérise par la privation de l'autonomie et de la liberté du partenaire, créant un environnement toxique et étouffant. D'autre part, l'absence complète de jalousie bénigne, cet intérêt modéré pour savoir ce que fait ou avec qui est ton partenaire, peut être un autre signe d'indifférence et de manque d'amour. La jalousie bénigne, dans sa juste mesure, peut même être un rappel que le partenaire se soucie et valorise la relation, mais son absence totale montre un désintérêt. En conclusion, une relation marquée par des jalousies maladives reflète un manque d'amour sincère, car le véritable amour repose sur la confiance, le respect et la liberté. Lorsque l'amour se transforme en contrôle et en possession, la relation devient toxique et émotionnellement épuisante, et cela est un signe clair que la base affective s'est effondrée. Signal 9. Tes émotions deviennent opaques ou intenses, synchronisées avec tout, sauf avec l'amour. Une des évidentes raisons pour lesquelles ton partenaire ne t'aime plus est lorsque tu commences à éprouver des émotions opalescentes ou excessivement intenses envers lui ou elle. Là où l'amour n'est plus le moteur de tes actions, ce changement émotionnel indique que le lien s'est distordu et a commencé à se maintenir sur des motifs qui s'éloignent de la connexion authentique. Au lieu d'une relation d'affection et de proximité, ce qui te lie à cette personne pourrait être un intérêt économique, une nécessité sociale ou même une connexion traumatique. En d'autres termes, tu restes dans la relation non par amour, mais pour des raisons qui satisfont un besoin personnel qui n'a rien à voir avec des sentiments véritables. Souvent, ces liens s'établissent sur des bases plus superficielles ou complexes, qui deviennent la colonne vertébrale de la relation. Un homme, par exemple, pourrait craindre de perdre sa petite amie principalement pour sa beauté et le statut que cela lui confère. De la même manière,
Une femme pourrait craindre de perdre son partenaire s'il représente une source de stabilité économique. Dans ces cas, l'attachement est fondé sur la nécessité de préserver une image ou un avantage, non sur un amour authentique. Ce type de relation montre que les deux parties sont présentes parce qu'elles obtiennent quelque chose de tangible de l'autre, une situation que des psychologues comme Alfred Adler décriraient comme une projection de leurs propres insécurités et carences. Non, comme une connexion affective profonde. Un autre aspect commun dans ce type de relation est la présence de schémas d'attachement traumatiques, où l'un des membres perçoit l'autre comme un projet à sauver. Tel est le cas d'une femme qui, ayant vécu avec une mère addicte, cherche chez son partenaire une figure à rédemption, reflétant son désir de sauver quelqu'un comme elle n'a pas pu le faire avec sa mère. De cette façon, la relation devient une sorte d'œuvre sociale où le rôle de sauveur et de mendiant s'établit au lieu d'une relation d'amour et de respect mutuel. Ce schéma de sauvetage émotionnel, comme le souligne la psychologue Mary Ainsworth, n'est rien d'autre qu'une extension d'attachements non résolus et de blessures profondes qui se transmettent à la relation, créant un lien qui n'a rien à voir avec l'amour authentique. Ce type de lien peut également s'intensifier émotionnellement, provoquant chez l'un des membres une charge écrasante d'émotions intenses, ce qui engendre plus d'anxiété que de satisfaction. Les émotions deviennent extrêmes, allant de la dépendance à la désespérance, ou du désir à la frustration, sans l'équilibre et la paix qu'apporte une relation amoureuse authentique. Ces intensités ne sont pas saines, et comme l'explique le psychologue Kuhn, elles peuvent être une manifestation de l'inconscient collectif d'expériences et de traumatismes non résolus qui interfèrent maintenant dans la relation. Par conséquent, lorsque tes émotions deviennent plus intenses ou opalescentes, et que tu réalises que la motivation derrière tes actes n'est pas l'amour, mais la peur, l'intérêt ou une projection de tes propres blessures, il est clair que la relation a perdu son essence. Ce n'est pas seulement un signe que ton partenaire ne ressent plus d'amour, mais aussi que tu t'es éloigné de cette connexion authentique et que tu maintiens la relation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une véritable affection. La perte de l'identité de couple ou la disparition d'une synchronie partagée est un signe final et évident que l'amour dans la relation a disparu. Lorsque la connexion émotionnelle s'efface, le lien entre les deux perd cette synchronie qui les caractérisait et commence à ressembler à deux étrangers qui, de loin, ne projettent plus une image d'unité. Gustave Le Bon, dans sa théorie de la psychologie des masses, parle de la façon dont les individus, en formant un collectif, développent une identité commune et une synchronie qui va au-delà des volontés individuelles. Dans un couple qui maintient encore un lien fort, ce phénomène s'exprime à travers des gestes, des comportements et même des décisions communes qui montrent aux autres une unité évidente. Les deux se déplacent avec une grâce et une connexion qui reflètent une identité partagée, comme deux danseurs suivant le même rythme sur la glace, se mouvant avec une harmonie qui émerge d'un lien affectif profond. Cette connexion est si palpable qu'un couple heureux semble partager un même langage à travers des regards. C'est une façon d'être dans le monde qui projette union et engagement. Les petites décisions, les gestes quotidiens et l'intérêt sincère pour les désirs de l'autre créent cette identité conjointe. Les uns définissent les autres et les rendent uniques. Cependant, lorsque la relation commence à se fracturer, ce lien invisible se rompt et chacun commence à apparaître de plus en plus comme deux individus indépendants, étrangers l'un à l'autre. Depuis la distance, ils cessent de sembler être une équipe, et tout observateur pourrait remarquer que cette danse partagée a perdu son rythme et s'est dissoute dans une déconnexion visible. Cette perte d'identité de couple se manifeste de multiples manières. Les décisions importantes ne sont plus consultées, les conversations perdent en profondeur et les activités en commun disparaissent peu à peu. Petit à petit, les intérêts et objectifs deviennent de plus en plus individuels, et l'image qu'ils projettent est celle de deux personnes qui coexistent simplement sans but commun. Comme le souligne Le Bon, lorsqu'une masse, dans ce cas un couple, perd son identité collective, les parties recommencent à se déplacer chacune de leur côté, sans motivation commune qui les unifie. L'absence de cette identité de couple implique également une perte de la synergie qui les maintenait unis. Dans une relation amoureuse, les deux membres s'influencent mutuellement et évoluent ensemble, reflétant une connexion qui renforce leurs liens individuels. Mais lorsque la relation se détériore,
cette évolution mutuelle s'arrête et chaque personne se recentre uniquement sur ses propres intérêts et préoccupations, laissant de côté ce « nous » qui les définissait auparavant. Ils cessent de regarder dans la même direction et commencent à prendre des chemins différents. Finalement, cette déconnexion devient évidente pour les autres, qui remarquent que les deux membres du couple ne reflètent plus une unité ni ne projettent l'image d'un lien en harmonie. Ce qui était autrefois une identité collective est maintenant devenu deux vies qui avancent en parallèle, sans s'influencer ni se soutenir. À ce moment-là, la relation a perdu son essence et l'amour qui était autrefois le moteur de leur union a disparu, ne laissant derrière que deux individus qui ne partagent plus ni projet ni synchronisation. En résumé, ces 10 signaux révèlent avec clarté et cruauté quand une relation a perdu son essence d'amour sincère et d'engagement mutuel. Du désintérêt pour faire des concessions et demander pardon à l'indifférence envers le projet de vie de l'autre, nous avons vu comment le lien affectif se fragmente. Chaque signal représente une fissure dans la structure d'une relation saine, car lorsque le respect, le pardon et le désir de guérir les blessures font défaut, la flamme de la connexion sincère s'éteint, laissant place à une coexistence superficielle. Sans ces éléments, ce qui était un « nous » commence à disparaître, laissant en place un « je » isolé. Nous avons également parlé de la façon dont, au lieu de l'amour, d'autres motivations sombres ou complexes peuvent émerger, reliant les personnes pour des raisons qui ne sont pas de l'affection véritable. Les émotions deviennent intenses ou trop opaques, et ce qui semblait être de l'amour se transforme en dépendance économique, sociale ou même en reflet de traumatisme personnel. Ces relations ne sont rien d'autre que des mirages d'un lien réel, où chaque membre reste uni à l'autre par la peur, le confort ou des désirs de contrôle, loin de l'authenticité d'un amour qui construit et renforce. Au lieu d'union et de symbiose, nous trouvons un champ de bataille d'ego et de besoins insatisfaits. Lorsque l'on perd l'identité de couple, ce qui était autrefois une équipe solide et harmonieuse, se transforme en deux individus distants, étrangers et sans but commun. Comme l'a décrit Gustave Le Bon, un couple authentique agit avec la synchronisation d'une seule entité. Mais lorsque l'amour disparaît, cette unité se brise, et il ne reste que deux étrangers, sans intérêt ni motivation pour créer un avenir commun. La déconnexion finale se perçoit de loin. Ils ne forment plus un collectif, mais deux vies indépendantes avançant dans des directions opposées. Maintenant, comme prélude au prochain segment, nous voulons clore ce parcours des signaux avec une réflexion sur le véritable langage de l'amour et de la réconciliation, de Gary Chapman. Après cette importante présentation, nous te raconterons une histoire marquante qui illustre chacune de ces signaux de manière touchante et révélatrice. Reste avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire non seulement donnera vie à ce dont nous avons parlé ici, mais elle te fera également réfléchir profondément à ta propre relation. Nous te garantissons que ce sera une conclusion que tu n'oublieras pas. Il n'est pas facile d'admettre que nous nous sommes trompés. En fait, pourquoi ne pas essayer de le dire à voix haute? Allons-y, tous ensemble, dites-le juste, je me suis trompé. Allons-y, je me suis trompé. Vous voyez, certains ont eu des problèmes. Même dans la pratique, je me suis trompé. Luc, chapitre 15, versets 20 et 1. Encore une fois, le fils prodigue. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Lorsque nous péchons contre quelqu'un, nous péchons contre Dieu. Nous devons nous confesser à Dieu et nous excuser auprès de la personne. Première, Jean 1. Si nous confessons, Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Il en va de même au niveau humain. Si nous admettons que nous avons tort, les gens ont tendance à nous pardonner. Troisième langage, faire ou offrir une restitution. Comment puis-je te compenser? Comment puis-je réparer cela? Beaucoup d'entre nous n'y ont jamais pensé. Nos parents n'ont jamais mentionné faire ou offrir une restitution. Vous vous souvenez de ce que Zaché a dit en voyant Jésus dans Luc 19:8? À ceux que j'ai volés, je rendrai 4 fois plus. C'est cela, le repos, c'est la restitution. Langage des excuses. 4. Repentir sincère, désir de changer. Je n'aime pas ça chez moi. Je sais que j'ai fait la même chose le mois dernier. Je ne veux pas continuer à le faire. Pouvons-nous en parler? Peux-tu m'aider? Planifions pour ne pas que cela se reproduise. Je n'aime pas ça chez moi. C'est exprimer le désir de changer. Acte 2:38. Pierre, repentez-vous et soyez baptisés,
Sans désir de changer, il n'y a pas d'excuse. Numéro 5. Demander pardon. Je dois admettre que cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Mon raisonnement était, sûrement les gens savent que si tu t'excuses, c'est que tu veux être pardonné. Pourquoi devrais-tu le verbaliser? Pourquoi devrais-tu dire « S'il te plaît, pardonne-moi » ou « J'espère que tu pourras trouver dans ton cœur le désir de me pardonner ». Tu devrais le verbaliser, mais pour certaines personnes, c'est ce que signifie s'excuser. Et si tu ne verbalises pas tes excuses, alors dans leur esprit, tu ne t'es pas excusé. Le docteur Thomas partageait cela avec elle. J'ai écrit ce livre avec le docteur Thomas. Il partageait cela avec sa mère et sa mère a dit « Je te donne un exemple parfait de cela. Au travail, elle m'a dit « J'ai une amie au travail. Nous sommes amis depuis 15 ans, mais j'ai remarqué un jour qu'elle semblait un peu froide. Pendant une pause, je lui ai demandé « Tout va bien entre nous ?» Et elle m'a dit « Tu sais que je n'aime pas chez toi. » Ça, c'est une amie. Tu sais que je n'aime pas chez toi. Tu ne t'excuses jamais. Sa mère a dit qu'elle était choquée et lui a demandé « De quoi parles-tu » Et elle a dit « Tu te souviens qu'il y a 3 semaines, quand tu as fait ci et ça ?» Et elle a répondu « Oui, je me souviens. » Elle a dit « Mais je t'ai dit que je le regrettais. » Et la dame a dit « Je sais, mais tu ne m'as pas demandé pardon. » Sa mère a dit « Alors laisse-moi te demander pardon. J'apprécie notre relation. Pourrais-tu me pardonner, s'il te plaît ?» Et la dame a dit que oui. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas la pardonner, c'était qu'elle croyait que sa mère ne s'était pas excusée. Tu comprends donc ce qui se passe. Les gens échouent à s'excuser mutuellement. Comme avec l'amour, il y a différents langages d'excuses. Chacun considère quelque chose de différent comme une excuse sincère. C'est ce que j'espère en partageant cette information. J'espère que dans les familles et entre collègues, ils pourront parler et découvrir ce qu'ils considèrent comme une excuse sincère et apprendre à le faire d'une manière qui touche le cœur. J'espère aussi qu'une fois que tu sais qu'il y a au moins 5 façons d'exprimer des excuses, quand quelqu'un s'excuse de quelque manière que ce soit, tu lui en donneras crédit et penseras « Eh bien, c'est comme ça que leurs parents leur ont appris à s'excuser. » Je suis désolé, maintenant que je sais que c'est un langage d'excuses, je leur pardonnerai. J'espère que ce sera plus facile pour toi de laisser tomber et de pardonner. Valeria marchait lentement dans les rues de son petit village au sud de la Colombie, où les montagnes se dressaient comme des murs d'émeraude. Les gouttes d'eau humidifiaient à peine sa robe bleu clair, la préférée de Samuel, son partenaire. Bien qu'il ait fait un matin nuageux, Val avait fait un effort pour mettre cette robe. Elle pensait que peut-être aujourd'hui, Samuel remarquerait à quel point elle était belle. Mais quand elle est arrivée au café, elle l'a vu assis, absorbé par son téléphone, sans même lever les yeux. « Salut Samuel », dit-elle avec un sourire prudent en s'asseyant en face de lui. Il a levé les yeux, a esquissé un sourire vague et a de nouveau concentré son attention sur le téléphone, où il consultait des messages qu'elle savait ne pas être liés au travail. Sa chemise blanche était froissée et ses yeux, qui étaient autrefois chaleureux, semblaient maintenant distants, sans lui prêter attention. Valeria a commandé un café et a essayé d'engager une conversation malgré le mur de froideur que Samuel élevait devant elle. « Ça t'a plu? Comment je me suis habillée aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec un sourire timide, essayant d'attirer son attention. « Oui, ça va », répondit-il sans la regarder, glissant son doigt sur l'écran de son téléphone. Il y eut un silence gênant pendant que Valeria se remuait dans son siège, regardant autour d'elle, observant les autres couples dans le café, parlant joyeusement ou riant entre 2 gorgées de café, tandis que Samuel restait dans son monde, sans prêter attention. Elle se remémora avec nostalgie les jours où il lui prenait la main et lui murmurait de petites blagues, comme s'il s'agissait de secrets partagés. Enfin, après un moment, Samuel délaissa son téléphone et s'étira dans son siège, regardant Valeria avec une expression d'impatience. « Allons commander autre chose, dit-il, tandis que son regard errant parcourait le lieu. « Je ne voulais pas seulement passer un moment avec toi, dit Valeria d'une voix douce, essayant de ne pas montrer sa déception. « Eh bien, c'est que j'avais rendez-vous avec des amis après ça. »« Je te l'avais déjà dit, » répondit Samuel d'un ton qui sonnait presque comme un reproche. Valeria baissa les yeux sur son café, remuant la cuillère en cercle, feignant de s'intéresser au tourbillon qui se formait dans sa boisson. Elle ne voulait pas que Samuel voie l'éclat de ses yeux,
qui menaçait de la trahir. Quand tout cela a-t-il changé? Quand les conversations interminables se sont-elles transformées en monosyllabes? Que dirais-tu d'aller au belvédère après que tu aies vu tes amis? Ça nous ferait du bien un moment seul, proposa-t-elle, pleine d'espoir. Samuel exhala avec impatience et jeta un coup d'œil rapide à sa montre. « Écoute, Valéria, mieux vaut pas aujourd'hui. Je t'ai dit que j'avais des choses à faire. Ce n'est pas nécessaire que nous soyons ensemble tout le temps, non ?» dit-il avec un sourire presque ironique, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Valéria acquiesça lentement, son cœur se serrait à chaque mot. Elle se rappelait à quel point elle s'enthousiasmait chaque fois qu'ils planifiaient quelque chose ensemble. Et maintenant, il semblait que même passer quelques minutes en sa compagnie était un fardeau pour lui. « Alors, on se voit ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix faible qui semblait demander une dernière chance. « Je verrai. Ça dépendra de mon humeur, » répondit Samuel en haussant les épaules tandis qu'il se levait. Il laissa un billet sur la table, suffisant pour couvrir l'addition, et sortit du café sans la regarder. Valéria resta là, en silence, observant les gouttes de pluie tomber à l'extérieur de la vitre. Elle ne savait pas si elle devait rester ou sortir aussi, et elle ressentait seulement un mélange de solitude et de honte, comme si tous les regards du café étaient braqués sur elle. Enfin, elle soupira et sortit, marchant sous la pluie. Les souvenirs de ses premières années avec Samuel affluaient dans son esprit comme des fantômes qui la poursuivaient. Elle se répétait qu'il l'aimait, que ce n'était qu'un mauvais moment, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose s'était brisé dans cette relation. Cette nuit-là, il ne rentra pas à la maison avant tard. Lorsqu'il le fit, il emportait avec lui une odeur d'alcool qui remplissait la pièce. Valéria, assise sur le lit, l'observa alors qu'il s'effondrait lourdement sur le matelas, sans même la regarder. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix stable. « Bien, bien », répondit-il d'une voix pâteuse, fermant les yeux sans même se déshabiller. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla, Valéria remarqua qu'il était déjà parti sans rien dire et trouva une note brève dans la cuisine. « Je suis parti tôt, ne m'attends pas pour le déjeuner. » L'écriture hâtive et désordonnée lui parut étrange, comme s'il était déjà loin, même en lui écrivant. Les jours passèrent, et les absences de Samuel devinrent de plus en plus longues et fréquentes. Valéria essayait de maintenir le foyer en ordre, s'occupant de chaque détail pour qu'il sente qu'elle s'occupait de lui, mais chaque fois qu'il revenait, il semblait plus absent et distant. L'église du village, avec sa haute tour et ses vitraux qui renvoyaient des lumières colorées sur les bancs en bois, avait toujours été un endroit spécial pour Valéria et Samuel. Ils y étaient allés ensemble pendant des années, main dans la main, écoutant les paroles du père Ruiz et partageant le pain et le café avec les voisins à la fin de la messe. Mais ces dernières semaines, Samuel avait commencé à s'absenter, d'abord avec de petites excuses. « Je me sens fatigué » ou « Il m'est arrivé quelque chose d'important », puis sans explication. Valéria, assise seule sur le deuxième banc, remarquait les regards de ses amis et voisins qui semblaient se demander, même en silence, pourquoi Samuel n'était plus là à ses côtés. Après la messe, le père Ruiz s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux, mais son regard trahissait une certaine inquiétude. « Valéria, Samuel va bien. »« Cela fait longtemps que nous ne l'avons pas vu ici, » demanda le père, plaçant une main amicale sur son épaule. « Oui, père, il a simplement été très occupé, » répondit-elle, essayant de paraître convaincante, bien qu'elle savait que sa voix tremblait. « J'espère que c'est le cas. »« Tu sais que vous pouvez compter sur nous pour quoi que ce soit, n'est-ce pas ?» dit le père d'un ton qui mêlait compassion et avertissement. Valéria acquiesça, reconnaissante, mais elle se sentit encore plus seule en quittant l'église. Elle rentra chez elle en pensant aux fois où, dans le passé, Samuel avait insisté pour qu'ils assistent ensemble en disant que c'était un moment spécial pour eux. Mais maintenant, il ne demandait même plus si elle y allait. Il avait simplement cessé de participer à cette partie de leur vie sans préavis, comme s'il s'était détaché de quelque chose qu'il ne considérait plus comme le sien. À son arrivée à la maison, l'air lourd et le silence l'accueillirent comme un rappel de sa solitude. La lumière du soleil pénétrait faiblement par la fenêtre de la cuisine, éclairant les assiettes sales que Samuel avait laissées empiler la nuit précédente. Sans y penser, elle commença à nettoyer, se déplaçant de manière automatique alors que son esprit oscillait entre tristesse et confusion. La maison qu'ils avaient autrefois entretenue ensemble semblait maintenant être un fardeau qu'elle devait assumer seule.
Samuel ne semblait plus remarquer les détails qu'elle chérissait tant, comme l'arôme de lavande qu'elle utilisait sur les draps ou les fleurs fraîches dans la salle à manger. Un après-midi, lorsque Samuel rentra à la maison, Valéria tenta de lui proposer une petite sortie, juste tous les deux, comme ils avaient l'habitude de le faire avant. Mais il la regarda avec agacement, comme si l'idée même de passer du temps ensemble était une obligation gênante. « Valéria, est-il vraiment nécessaire que nous fassions cela? Tu sais que j'ai beaucoup de choses en tête. Le travail, et de plus, pourquoi dépenser de l'argent pour une sortie dont nous n'avons pas besoin ?» dit-il d'un ton acerbe qui paralysa Valéria un instant. « Je pensais que cela nous ferait peut-être du bien, murmura-t-elle d'une voix faible, essayant de ne pas laisser transparaître la douleur que ces mots lui causaient, mais il ne l'écoutait déjà plus. Il avait pris sa veste et se dirigeait vers la porte, la laissant à nouveau seule, avec un mélange de tristesse et de frustration qui la faisait sentir piégée. Elle observa comment il s'en allait sans explication et se rendit alors compte que, sans savoir quand, sa vie avait commencé à tourner autour de lui, dans son attente, dans ses allées et venues. Les jours passèrent, et la distance entre eux devint de plus en plus évidente. Valéria commença à percevoir que son attachement à lui n'était plus fondé sur l'amour qu'ils avaient autrefois partagé, mais sur une étrange dépendance, tant émotionnelle qu'économique. Samuel couvrait la plupart des frais de la maison, et, bien qu'elle ait un emploi modeste, elle craignait que, sans lui, elle ne puisse soutenir ce foyer qu'ils avaient autrefois construit ensemble. Alors qu'il s'enfonçait de plus en plus dans son propre monde, Valéria continuait à entretenir la maison et à remplir ses devoirs. Samuel ne semblait avoir aucun intérêt à contribuer aux tâches ménagères. La cuisine, le nettoyage, les courses, tout pesait sur ses épaules. Ce qui avait autrefois été une collaboration naturelle était maintenant un fardeau solitaire. Il se contentait de profiter des commodités qu'elle lui offrait sans les remercier ni y prêter attention, comme si ces choses n'étaient rien de plus qu'une partie d'un fond invisible qui soutenait sa vie. Parfois, quand elle se regardait dans le miroir, Valéria ne reconnaissait pas la femme qu'elle voyait. Elle semblait éteinte, usée, comme si elle avait perdu quelque chose d'essentiel en elle-même. Elle commença à remarquer que l'éclat dans ses yeux avait disparu et que les petits détails qui lui importaient autrefois, comme se préparer pour lui ou décorer la maison, ne lui apportaient plus de satisfaction. Samuel, en revanche, semblait plus intéressé par sa vie en dehors de la maison, par ses réunions et ses activités, que par quoi que ce soit qui ait trait à elle. Les nuits devenaient interminables pour Valéria, qui attendait Samuel en voyant passer les heures. Devant l'horloge murale, elle se rendait compte qu'elle n'attendait pas par amour, mais par la nécessité de sa présence. Même si ce n'était que pour un instant, même si c'était en silence, son attachement envers lui avait changé, et au fond de son cœur, elle le savait, mais elle ne pouvait pas encore l'accepter. Une nuit pluvieuse, tandis que Samuel arrivait en retard et qu'elle attendait, comme toujours, une pensée sombre l'envahit. Et s'il s'en allait? Que ferait-elle alors? Cette idée la fit trembler, non par la tristesse de le perdre, mais par la peur de se retrouver seule, sans lui et sans le soutien qu'il lui apportait. C'était une après-midi comme une autre, et le soleil brillait avec force sur le jardin de la maison, illuminant la salle où Valéria était en train de nettoyer. Alors qu'elle se déplaçait avec le chiffon à la main, elle heurta accidentellement le bord d'un des posters préférés de Samuel, une grande image d'une voiture classique rouge qu'il avait achetée avec enthousiasme lors de l'un de ses voyages. Une profonde éraflure marqua la surface, juste au centre de l'image, et Valéria s'arrêta, pétrifiée. Elle savait combien Samuel tenait à ce poster. Dans le passé, un accident comme celui-ci aurait été l'occasion d'une petite dispute entre eux, qui se terminait inévitablement par une réconciliation chaleureuse et, souvent, par une nuit ensemble. Ces disputes, sur des choses les plus triviales, semblaient toujours avoir une fin passionnée, un petit rappel que l'amour était plus fort que tout malentendu. Mais cette fois, la situation était différente. Lorsque Samuel rentra ce soir-là, Valéria décida d'aborder le sujet avec prudence. Elle l'observa tandis qu'il déposait ses affaires dans l'entrée et s'approchait avec cet air distrait qu'il avait acquis ces derniers mois. Avec une boule au ventre, Valéria désigna le poster. « Samuel, je suis désolé. Le chiffon est tombé et sans le vouloir, j'ai éraflé ton poster préféré. Je peux essayer de le réparer ou même en chercher un nouveau si tu veux, dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure d'incertitude.
Mais Samuel à peine regarda le poster. Sa réaction fut si froide et désintéressée que Valeria sentit une froideur la traverser. Il se contenta de hausser les épaules, et son expression était d'une totale indifférence. « Ça va, ce n'est pas grave, dit-il, sans lever les yeux de son téléphone. « Ce n'est pas grave » résonna en Valeria comme une sentence définitive. Il n'y eut ni reproche, ni discussion, ni même une réaction minimale. Il ne demanda pas à réparer le dommage, ni ne montra le moindre mécontentement. Pour lui, le poster ne semblait plus avoir la valeur qu'il lui avait accordée auparavant. Valeria resta silencieuse, l'observant avec l'espoir qu'il dise quelque chose de plus, qu'il montre un aperçu d'émotion, de dégoût, quelque chose. Mais Samuel passa simplement son chemin et se rendit dans la chambre, la laissant seule dans le salon. Valeria regarda le poster avec tristesse. Les cicatrices sur l'image semblaient refléter l'usure de sa propre relation. Le dommage que ni l'un ni l'autre ne semblaient prêts à réparer. Cette nuit-là, Samuel ne mentionna pas le sujet, et Valeria, se sentant piégée dans cette indifférence, décida de ne pas insister. Cependant, au fond d'elle-même, elle espérait qu'au moins le lendemain, il essaierait de parler du sujet, ou montrerait un signe d'inconfort. Mais les jours passèrent, et le poster resta sur le mur, oublié et avec l'éraflure intacte. Cette indifférence se reproduisit dans d'autres moments. Quand Valeria lui parlait de son travail ou de ses projets, Samuel répondait à peine, comme si ses mots n'étaient qu'un murmure lointain. Il avait cessé de lui demander comment allait sa vie, de s'intéresser à ses projets. Il n'y avait plus de questions sur ses études, ses désirs ou ses réussites au travail, et Valeria sentait que ses efforts étaient invisibles à ses yeux. Tout ce qu'elle partageait semblait être reçu avec un mur d'indifférence. Avec le temps, la maison elle-même se transforma en un lieu de silence. Samuel allait et venait sans plus qu'un bonjour ou un bonsoir. Les jours où ils parlaient de leurs rêves d'avenir semblaient être devenus un souvenir lointain, comme si le projet de vie qu'ils avaient à partager avait disparu sans laisser de traces. Une autre fois, Valeria tenta de lui parler avec enthousiasme d'une petite avancée dans son travail, espérant un signe d'intérêt, un mot d'encouragement comme ceux qu'il lui donnait autrefois. Mais une fois de plus, Samuel hocha simplement la tête avec indifférence, sans détourner les yeux de son téléphone. « C'est génial, Valeria », dit-il d'un ton monotone, sans émotion aucune, comme s'il s'acquittait d'une formalité. Valeria se sentait de plus en plus désillusionnée, de plus en plus invisible, de plus en plus reléguée au rôle de quelqu'un qui n'existait que autour de lui, sans participer à sa vie. Le manque de cet intérêt, de cette connexion, devenait de plus en plus évident chaque jour, et la distance entre eux semblait un abîme qui s'élargissait avec chaque silence, avec chaque regard fuyant. La tension dans la relation devenait chaque jour plus insupportable pour Valeria, qui sentait que sa vie se consumait dans ce silence constant et dans l'indifférence de Samuel. Pendant des semaines, elle avait insisté sur le fait qu'ils devaient faire quelque chose pour sauver leur mariage, et bien qu'elle ait essayé de trouver les mots et le moment adéquat, chaque tentative de conversation était accueillie par des esquives. Ce fut un après-midi pluvieux que Valeria, épuisée et le cœur usé, décida finalement de franchir le pas. « Samuel, nous avons besoin d'aide. Peut-être devrions-nous parler au conseiller matrimonial de l'église. Il nous connaît, il pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe, » lui dit-elle, sa voix douce mais ferme, essayant d'exprimer la douleur qu'elle ressentait à l'intérieur. Samuel, qui était devant la télévision, ne détourna même pas le regard de l'écran. Une seconde après, un rire amer échappa de ses lèvres, un son tranchant qui laissa Valeria perplexe. Il tourna lentement le visage, avec un sourire qui n'avait rien d'agréable. « Le conseiller matrimonial, ne me dis pas que tu es intéressé par lui, » répondit Samuel, laissant ses mots flotter dans l'air avec une insinuation venimeuse. Valeria le regarda, paralysée, sentant comme ses mots se plantèrent en elle. Elle ne pouvait pas croire que Samuel, l'homme qu'il avait autrefois aimé, l'accusait maintenant de quelque chose d'aussi absurde. Elle déglutit, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de jaillir, mais le regard moqueur de Samuel était un cruel rappel de la distance qui le séparait d'elle, de ce peu qu'il semblait maintenant la connaître vraiment. « Tu crois ça ?» répondit-elle, sa voix brisée, incapable de traiter comment elle en était arrivée là. Mais au fond, quelque chose dans l'attitude de Samuel l'inquiétait encore plus. Cette accusation si soudaine,
Cette insinuation d'une prétendue attirance envers le conseiller matrimonial lui faisait penser qu'il cachait quelque chose, une culpabilité qu'il cherchait à projeter sur elle. « Je ne sais pas, Valeria, mais depuis un moment, je vois que tu es plus intéressée par des choses en dehors de la maison que par ce qui se passe ici. Si tu veux parler à quelqu'un d'autre, fais-le, mais n'attends pas que je perde mon temps sur quelque chose d'inutile, » répondit Samuel, avec une froideur qui la laissa sans voix. Valeria sentit quelque chose en elle se briser. Elle avait franchi ce pas dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de leur relation, mais Samuel l'avait accusée de quelque chose qui n'avait aucun sens. Ce fut alors qu'une idée sombre traversa son esprit. Serait-il possible qu'il s'intéresse lui-même à quelqu'un d'autre? Cette froideur, cette distance, et maintenant, cette accusation sans fondement était trop suspecte. Les jours qui suivirent cette discussion furent encore plus sombres. Samuel s'absentait de plus en plus souvent et Valeria, avec une douleur sourde dans la poitrine, commença à remarquer les petits signes. Les messages textes qu'il consultait en cachette, les sorties de plus en plus fréquentes et les détails qu'elle avait auparavant ignorés. Elle n'avait pas de preuves, mais quelque chose dans son intuition lui disait que Samuel cherchait quelque chose au-delà de leur relation, peut-être une connexion avec une autre personne. Quand il rentrait chez lui après ses longues absences, il n'y avait plus de place pour les disputes ou les reproches. La discussion se tarissait sèchement. Samuel la regardait avec indifférence et s'en allait simplement dans sa chambre, sans un mot de plus. Valeria restait seule dans le salon, dans ce même silence qui semblait consumer chaque recoin de la maison. Chaque nuit, Valeria espérait en vain un signe qu'il redeviendrait l'homme qu'il avait été auparavant. Mais Samuel, au lieu de se réconcilier ou de montrer de l'intérêt pour elle, ne faisait que s'éloigner de plus en plus. Le temps passa et, pour Valeria, chaque jour devenait plus évident que sa relation avec Samuel était brisée. Les paroles de ses amis de la congrégation et des membres de l'Église résonnèrent dans son esprit comme un écho persistant. « Prie, demande à Dieu de restaurer ton mariage. » Chaque fois qu'elle entendait ces conseils, Valeria essayait de tout son cœur, priait avec une foi qui venait du plus profond de son être, cherchant une réponse, un signe, quelque chose qui l'aiderait à comprendre pourquoi Samuel était devenu si distant et froid. Cependant, les choses semblaient rester les mêmes. Samuel continuait dans son monde, indifférent, de plus en plus absent, et elle se sentait plus seule et usée que jamais. Les mots de réconfort qu'elle recevait à l'église commençaient à perdre leur sens. Elles étaient redevenues comme des phrases vides qui ne parvenaient pas à apaiser l'angoisse dans sa poitrine. Valeria assistait à chaque service. Elle restait fidèle à sa foi et aux enseignements qui l'avaient tant aidée dans d'autres moments de sa vie. Mais maintenant, elle avait l'impression de demander un miracle qui n'arriverait jamais. Les prières et les promesses semblaient flotter dans l'air, sans trouver d'écho dans sa réalité. Le désespoir l'envahissait de plus en plus, et ses nuits se transformaient en un cycle d'insomnie et de silence. Enfin, un après-midi, après beaucoup de temps d'hésitation, Valeria prit son courage à deux mains et demanda un rendez-vous avec le conseiller matrimonial de l'Église. Assise devant lui, dans un petit bureau décoré d'images religieuses et de versets bibliques, Valeria laissa échapper toute sa tristesse, sa douleur et sa frustration. Le conseiller l'écouta calmement, et ses mots, lorsqu'il parla enfin, furent doux et pleins de compassion. « Valeria, parfois, Dieu a des chemins que nous ne pouvons pas comprendre. Peut-être qu'en ce moment, le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser tout entre ses mains. Ne t'accroche pas à ce que tu ne peux plus changer. Permets-lui d'agir dans ta vie et fais confiance au fait que ce qui arrivera sera le meilleur pour toi. » Ces paroles frappèrent Valeria avec une force inattendue. Laisser tout entre les mains de Dieu, d'une certaine manière, elle comprit que peut-être c'était la réponse qu'elle cherchait sans s'en rendre compte. Parfois, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas de lutter, mais d'accepter. Accepter que la réalité de sa relation avec Samuel n'était plus ce qu'elle avait rêvé, que l'amour qui les avait unis avait disparu et que rien de ce qu'elle ferait ne changerait cela. Cette nuit-là, Valeria s'assit seule dans le salon de sa maison, avec les lumières éteintes et le silence l'enveloppant. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une étrange paix en acceptant la réalité. Elle n'était plus aimée et probablement ne le serait jamais plus par Samuel. Ses yeux, qui avaient versé tant de larmes, restèrent secs tandis qu'un calme résigné s'emparait d'elle.
Elle comprit que parfois aimer signifie aussi laisser partir. Avec le cœur lourd, mais en paix, elle se permit de relâcher la douleur, la tristesse et les souvenirs de ce que fut un jour sa relation. Elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle avait prié, demandé et espéré. Mais maintenant, elle acceptait enfin que l'amour qui les avait unis s'était évaporé et que peut-être c'était la volonté de Dieu. Dans cette analyse, la dynamique entre Valeria et Samuel révèle de manière claire comment se manifestent les signes de désamour dans une relation, depuis l'indifférence de Samuel jusqu'à son manque d'intérêt à réparer les dommages. Chaque détail souligne que l'amour et l'attention qu'il lui avait autrefois offert avaient disparu, laissant Valeria seule dans sa lutte pour sauver une relation brisée. Bien que Valeria essaie tout pour maintenir la connexion qui existait autrefois, le comportement de Samuel prouve qu'au niveau émotionnel, il a déjà cessé de s'impliquer et de se soucier d'elle et de leur vie commune. Un aspect clé qui n'a pas été directement exploré dans l'histoire, mais qui est fondamental dans cette analyse, est la transformation que Samuel a subie avec le temps avant d'arriver au point d'indifférence et de froideur. Samuel était l'opposé de ce qui est décrit dans la narration. Par le passé, il était attentif, prévenant et rapide à s'excuser dans toute discussion. Chaque fois que quelque chose allait mal entre eux, il prenait l'initiative de se réconcilier, créant un environnement de sécurité émotionnelle qui générait en Valeria un attachement profond. Ce schéma positif initial, qui semblait alors sain et affectueux, est devenu la racine de l'attachement malsain de Valeria, qui en vint à s'accrocher davantage à l'idée de qui était Samuel qu'à la réalité de ce qu'il était devenu. Cet attachement malsain fut également ce qui l'amena à ignorer les signes évidents de désamour. Lorsque Samuel commença à montrer un désintérêt pour ses succès, pour ses émotions et pour sa vie en général, Valeria continua à s'accrocher à l'espoir qu'il redeviendrait un jour cet homme qu'il avait été. Au lieu d'accepter la nouvelle réalité de sa relation, elle se concentra sur cette nostalgie, espérant que les comportements aimants et attentionnés de Samuel reviendraient, comme si ces moments initiaux étaient une garantie d'amour éternel. Cependant, son attente constante fut vaine, car Samuel ne montra aucun intérêt à retrouver cette attitude du passé. Cette dépendance émotionnelle se manifeste également dans la manière dont Valeria resta dans la relation, malgré tous les signes clairs que l'amour avait disparu. Bien qu'elle tentât de chercher de l'aide à l'église et auprès du conseiller matrimonial, ses motivations étaient davantage orientées vers le désir de récupérer le passé que vers la compréhension de la situation actuelle. Elle n'aimait pas le Samuel présent, mais l'image du Samuel qui avait un jour existé. C'est courant dans les relations où l'un des membres change radicalement et l'autre reste piégé dans l'idéalisation de ce qui a été, créant un fossé entre la réalité et les attentes qui devient de plus en plus difficile à combler. Elle commence à accepter la réalité de sa relation. Elle se rend compte que ce qui la maintenait attachée à Samuel n'était pas de l'amour, mais un mélange de dépendance émotionnelle et d'espoir qu'il redeviendrait l'homme qui l'avait un jour fait se sentir en sécurité et valorisé. Le manque de réparation, le désintérêt pour ses projets de vie et l'indifférence envers son bien-être étaient des signes que ce Samuel n'existait plus et que ce qui restait était une relation vide, soutenue seulement par les souvenirs d'un amour qui n'était plus là. C'est à ce moment que Valeria comprend finalement qu'aimer quelqu'un signifie aussi accepter quand l'amour s'est évaporé. L'histoire de Valeria et Samuel se termine par une leçon importante. L'attachement au passé peut devenir un piège qui empêche de voir la réalité. Valeria n'était pas dans une relation par amour pour le Samuel actuel, mais par amour pour la mémoire de ce qu'il était et pour l'espoir qu'il revienne un jour. En fin de compte, en laissant sa relation entre les mains de Dieu et en se résignant à ce qui s'est passé, Valeria accepte que le Samuel qu'elle a aimé n'existe plus et que s'accrocher à cette version idéalisée ne lui cause que de la douleur. Ainsi, l'analyse de cette histoire nous amène à déduire que parfois, ce qui nous lie à quelqu'un n'est pas l'amour présent, mais l'espoir de retrouver ce qu'il a été, et que lâcher cet attachement malsain est le seul chemin vers la paix intérieure et l'acceptation de la réalité. Nous approchons de la fin de ce voyage, et avant de conclure, nous voulons t'inviter à réfléchir à ce que nous venons de partager. Te sens-tu identifié avec l'histoire de Valeria? Y a-t-il eu un moment où tu as ressenti que ta relation avait des similitudes avec celle de notre protagoniste? Peut-être
As-tu reconnu certains des signes ou comportements que nous avons décrits, que ce soit en toi ou chez ton partenaire? Et si c'est le cas, qu'as-tu fait à ce sujet? As-tu essayé quelque chose pour améliorer la situation ou te trouves-tu encore à un point de réflexion? Souviens-toi que identifier ces signes n'est que le premier pas. Le véritable changement vient quand nous prenons des décisions concrètes sur ce que nous voulons et avons besoin dans nos relations. Maintenant que tu as mis en contraste ta propre relation avec ce que nous avons vu aujourd'hui, la question clé est « Que vas-tu faire pour changer les choses ?» Il se peut que tu sois en train de chercher une réponse, ou peut-être as-tu déjà pris des décisions à ce sujet. Es-tu prêt à communiquer avec ton partenaire à propos de ces problèmes, ou sens-tu qu'il est temps de laisser aller une relation qui ne remplit plus le but de ta vie? Chaque décision implique un acte de courage et de sincérité avec soi-même. Nous aimerions lire vos expériences dans les commentaires. Alors si tu te sens à l'aise, partage quelles mesures tu as prises ou envisages de prendre pour transformer ta relation. Il est possible que cette histoire ait éveillé en toi un mélange d'émotions et de questionnements, ce qui est complètement naturel. Les relations, dans leur complexité, peuvent être des espaces d'apprentissage, de croissance ou même d'acceptation et de libération. À la fin de la journée, tout ce que nous vivons et chaque décision que nous prenons sont des opportunités pour créer une vie qui nous apporte paix et bien-être. Alors, demande-toi, maintenant que tu connais les signes, que te dit ton cœur? Quel est le prochain pas pour toi? Ne sous-estime pas le pouvoir de choisir ce qu'il y a de mieux pour ta vie et pour ta santé émotionnelle. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.